Vous l'avez devant vous, Stéphane Melançon. C'est en une personne, Doc et Marty de Retour vers le futur. Nom de Dieu! Hey! Bienvenue au podcast Les électrons libres, le podcast où on jase mobilité et de nouvelles manières de se déplacer plus librement. Cette semaine, on reçoit Stéphane Melançon. Stéphane qui est un aventurier, qui est un inventeur, qui est un peu comme le Doc de Retour vers le futur ou de Back to the Future que vous avez probablement déjà vu. Bref, c'est quelqu'un de super brillant, mais aussi, Stéphane, c'est un expert. C'est quelqu'un qui a une longue expertise dans le domaine électronique, des batteries plus particulièrement. Puis dans cet épisode, il nous présente un peu sa vie, ses records du monde, toutes les inventions qu'il a faites, toutes les choses qu'il a imaginées, qu'il a tournées en réalité. On va le voir, on va explorer aussi son parcours, sa vie plus jeune avec lui. Mais à la fin de l'épisode, on explore aussi les nouveautés et les choses à surveiller dans le domaine de la mobilité pour 2026. Bref, restez avec nous et bon épisode. Écoute, Stéphane Melançon, bienvenue au podcast Les électrons libres. Merci. Ça me fait plaisir. Bienvenue. On se connaissait pas à l'avance, mais on s'est parlé. Je pense que tu as vu que j'avais sorti un podcast avec Voltrinov, avec Sabine, sur les batteries. Puis écoute, on est rentré en contact comme ça, puis j'ai découvert un peu le personnage ou les personnages de Stéphane Melançon, parce que écoute, finalement, t'es quelqu'un de connu dans le milieu du vélo électrique au Québec, dans le milieu des batteries. T'as une expertise, mais t'es aussi un aventurier, un scientifique, et plein de choses. On parle de records du monde que t'as fait, on parle de machines qui n'existent pas, que t'as montées de tes propres mains. On parle aussi de ton expertise par rapport à tout ce qui est recherche universitaire ou des choses comme ça, qui sont vraiment plus une expertise de pointe que t'as développée à travers les années. Fait que bref, bienvenue Stéphane. Je pense que ça va être un podcast assez électrisant. Et je l'espère. Puis écoutez, Stéphane, c'est un peu le Doc comme dans Retour vers le futur, mélangé avec Marty. Marty, là, qu'on voyait, qui était sur un genre de skate overboard, derrière un véhicule, un genre de camion, puis il se faisait tirer, puis il flottait. Ben, si ça vous rappelle des choses, réécoutez ou écoutez Retour vers le futur, vous allez comprendre la relation de Doc et Marty. Ben écoutez, vous l'avez devant vous, Stéphane Melançon. C'est en une personne, Doc et Marty de Retour vers le futur. Nom de Dieu! Écoute, c'est excellent. Ben, écoute, Stéphane, moi, j'ai envie de... Tu sais, j'ai cherché un petit peu sur toi, sur ta vie, puis j'ai vu que très jeune, t'étais curieux, puis t'étais déjà très débrouillard, puis tu t'intéressais pas à ce que tout le monde s'intéresse normalement quand on a 10, 12 ans. Toi, tu t'intéressais à l'électronique dans les années 80, dans le temps où on n'avait pas nécessairement un ordi pour faire de la recherche, pour demander à ChatGPT « Hey, comment je fais ça? Comment je crée ça? » Toi, tu t'intéressais à ça très, très jeune. Parle-moi un peu de ton enfance. C'était quoi être un enfant pour Stéphane Melançon? Écoute, moi, je suis né dans une grosse famille. En fait, du côté de mon père et de ma mère, c'est d'un côté sont 13, de l'autre côté sont 14. Fait que j'ai énormément de cousins et cousines. L'intérêt pour le hockey dans une de mes familles était très grande. Je pense que tous mes cousins, même quelques cousines, jouaient au hockey. Moi, là-dedans, ça m'intéressait pas nécessairement. Quand le Canadien gagnait ou le Nordique gagnait, j'étais bien content pour la famille, mais pas plus que ça. Moi, j'étais non plus le gars qui joue avec des G.I. Joe, des choses de même. Je m'intéressais plus à comprendre comment que les choses fonctionnent autour de moi. Fait que, dans le fond, moi, quand je recevais un jouet, souvent, ou même des fois, j'ai une cousine qui recevait un radio-cassette à 3 cassettes, 2 jours après, sans qu'elle le sache, moi, je l'avais ouvert pour savoir comment ça marchait. Ça m'intriguait de savoir comment on peut mettre une cassette là-dedans, quelque chose qui tourne, puis il y a du son qui sort des haut-parleurs. Fait que très rapidement, l'intérêt, la curiosité, ça a été quelque chose qui a drivé pas mal ma vie. Puis dans le fond, c'était un peu là. Moi, quand j'étais jeune, aussitôt que j'avais des fils, des batteries, ou même dans mon carré de sable, au lieu de faire des châteaux en arrière de chez nous, je drainais, je faisais des irrigations avec des tuyaux, des mini-barrages, et puis j'étais tout fasciné de voir l'eau passer là-dedans, puis de faire une génératrice avec une lumière qui allume. Puis donc, tu vois, j'avais l'esprit un peu inventif, un peu curieux.
qui était hors norme. Et puis, ça a juste fait grandir jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ouais, hors norme, déjà très très jeune. Écoute, il y a un projet là, qui m'a fasciné. Tu as fait un deltaplane avec une antenne de TV, puis quoi d'autre? Oui, et la seule photo que j'ai de ça est malheureusement ici, puis j'aurais aimé ça l'avoir, cette photo-là. En fait, j'ai passé des longues années durant l'été au camping en Abitibi, dans le coin de ma ville de naissance, La Sarre. Et puis, écoute, moi, je passais mes étés à m'amuser avec des voitures téléguidées, puis me baigner, puis aller dans les pits de sable avec des 4 roues, puis des 3 roues, puis mes chums. Mais en même temps, j'étais fasciné pour les avions, ces choses-là. Ça m'intriguait un peu de savoir comment ça vole. Puis je regardais comment c'était fait, puis je me suis dit, je suis capable de m'en faire un. Aussitôt que j'ai vu un tas de polythène à quelque part qui traînait, que j'ai pu me faire donner un peu de corde jaune, en plastique, les cordes en nylon, une vieille antenne de télé que mon grand-père avait. J'ai ramassé tout ça, parce que c'était en aluminium, des tubes. Je me suis fait un genre de deltaplane. Je suis allé dans un des pits où d'habitude, je me promenais en 4 roues. Puis il y a une espèce de falaise, là. On voit souvent la terre qui finit, puis le sable qui commence en dessous avec une pente. Moi, je m'en vais là, puis là, j'annonce ça en grande pompe dans tout le camping au complet. Venez, on va essayer mon deltaplane. Mais sans penser. Ouais, wow. OK, puis là, il y en a qui checkaient ça. Il y en a qui avait amené sa caméra, sauf que je sais pas c'est qui. Je sais juste qu'il y avait une caméra. Finalement, je me lance. Tu vois, il m'a passé une bulle au cerveau. J'ai décidé de me lancer avec un deltaplane fabriqué avec de la polythène, une antenne de TV, puis de la corde jaune. Qu'est-ce qui s'est passé? Surprenamment, j'avais un vent de face. Puis moi, quand je me suis lancé de mon souvenir, parce que j'avais peut-être 11-12 ans dans ce coin-là, le vent a pogné dedans. Puis dans le fond, moi, j'ai eu une certaine portance. Ça m'a soulevé, mais j'ai pas eu assez de vitesse. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça a commencé à descendre. Puis, tu sais, mon côté ingénierie à ce moment-là était comme pas encore développé, là. Que j'ai un aile qui a cassé. Fait que ce que ça a fait, j'ai penché de côté. Puis je suis tombé dans la pente en sable avec une hauteur d'à peu près 30 pieds. Donc, j'ai volé jusqu'à une altitude d'à peu près, on va dire, 25-30 pieds. Mais je suis tombé, puis finalement, je me suis rien cassé. Finalement, j'étais content de l'événement. J'ai réussi à voler un peu, mais c'était pas un avion, là. C'est ça, c'était comme un semi-proof of concept, là, on va dire ça comme ça. C'est ça, exactement. Dans le fond, j'avais déjà ce côté un peu là bricoleur, aventurieux. J'étais curieux, aventurieux, là, qui décide d'essayer des choses un peu extrêmes. Ben ouais, c'est extrême. Ça me fait penser un peu à mon père. Mon père a déjà essayé quelque chose de semblable, mais avec un parachute du toit de la maison. Il m'a conté cette histoire-là avec des draps. C'est bien, ça va quand même quelques mètres comme ça, pouf, en hiver. Ouais, c'est ça, exact, avec des draps. C'est une histoire, toi. Cet événement-là est resté dans ma tête jusqu'à encore aujourd'hui. Puis plus tard, dans tous mes projets électriques que j'ai construits, qu'on va parler, j'ai le projet de me faire un avion électrique, de prendre mon brevet de pilote à un moment donné, puis d'embarquer là-dedans. Parce que ça donne que dans mon entourage, je veux pas, à force de parler de projets comme ça, médiatiser un peu, on se fait des amis dans le même domaine. J'ai des amis qui travaillent sur des projets d'avions électriques. Donc moi, ça m'intrigue de pouvoir faire ça aussi. Très, très, très hot. Tu m'en parleras un peu par la suite. Je suis quand même très, très curieux de l'aviation électrique. Moi-même, je me suis intéressé un petit peu à ça là, par la bande, là, les drones. Puis après, quand tu commences dans les drones, là, finalement, tu te dis, les avions. Oui. Et je te dirais même, quand on va parler de ce qui s'en vient comme technologie, technologie de batterie, je vais pouvoir t'en parler un petit peu plus en détail. Mais effectivement, 2026 semble une année quand même prometteuse pour ça. Intéressant. Donc, auditeurs, auditrices, restez à l'écoute, ça s'en vient. On va voir avec Stéphane, oui, sa vie, son parcours, ses multiples inventions, mais aussi ce qui s'en vient comme innovation en 2026 à surveiller. Bien important. Vous allez entendre ça un peu plus tard. Si on revient à ta vie, parce qu'il y en a eu bien d'autres aventures, là, on parle d'un projecteur laser. Oui, en fait, moi, quand j'étais tout jeune, mon but dans la vie, sans savoir nécessairement qu'est-ce que ça impliquait, c'est de devenir ingénieur en électronique. OK. Donc, je m'intéressais à l'électronique principalement. C'est ça qui a comme dravé pas mal le début là, de mon intérêt scientifique, tout ça. Vraiment, tout ce qui était électrique, électronique, ça m'intriguait. Puis j'ai eu après ça différents événements qui m'ont marqué, comme par exemple un spectacle laser qui a eu lieu en face du Parlement à Québec un soir où est-ce qu'on sortait des restos, qu'on marchait sur la Grande Allée. Il y avait ce spectacle pour le bicentenaire des institutions parlementaires, un gros spectacle avec une musique de Vangelis en background puis des lumières laser qui traversaient les arbres en face du Parlement. Puis moi j'ai vu ça puis ça
Ça m'a vraiment marqué, ça m'a ancré, ça s'est ancré solidement dans mon cerveau. Et là, il fallait absolument que je voie des lasers partout. Donc, quand on allait au Super C, puis il y avait la caisse avec le lecteur code barre, pour voir les petits lasers là-dedans, moi, j'essaie de voir comment ça marchait. Tu sais. Fait que dans le fond, j'ai créé un intérêt pour l'optique, les lasers, ces choses-là. Puis quand j'ai vu ce show laser-là, je me suis dit, je vais commencer à essayer de m'en faire un. Fait que quand j'étais au secondaire, à un moment donné, avec un de mes amis, qui lui avait plus d'argent que moi, parce qu'il avait sa petite compagnie de tonte de gazon, lui a financé le projet de bâtir un projecteur laser comme ça. Parce que moi, en fait, dans les années du secondaire, comme ça, ben, je faisais de la disco mobile. Donc, j'avais bâti ma propre disco mobile, j'avais fabriqué l'ampli, le haut-parleur, le système d'éclairage, mais en plus, on avait un laser. Fait qu'une disco mobile qui avait un laser, là, dans les années 90, 95. Ouais, c'était flyé. Quand on disait qu'on avait ça, nous autres, là, quand on avait des clients, là, ça marchait. Dans le fond, j'avais monté un laser comme ça pour pouvoir, justement, shooter, là, sur différentes surfaces puis des murs. C'était pas, ça écrivait pas, là, tu sais, c'était plus un projecteur laser qui faisait ce qu'on appelle des figures de lissajou, des différentes formes géométriques comme ça, avec un peu de boucan. C'était quand même assez fascinant. Puis quelques années après, ben là, j'en ai fabriqué un vrai qui est RGB, donc avec 3 couleurs. Ben, en fait, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais avec 3 lasers dedans. Je suis capable d'écrire, faire des projections avec des histoires, des animations, des choses comme ça. Donc, l'intérêt pour les lasers fonctionne encore pour moi. C'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. J'ai travaillé environ 15 ans de ma vie aussi dans des universités. Ouais. Et faire de la recherche dans des laboratoires avec des lasers extrêmement puissants ou extrêmement rapides. Fait que ça a été un bel aspect aussi dans ma carrière. Ce qui est curieux, en fait, de ton parcours très, très jeune, c'est que il y a une sorte d'effet miroir entre les projets sur lesquels tu as travaillé très jeune, tes inventions, tout ce que tu voulais essayer, puis ce que tu as fait plus tard au niveau professionnel. C'est très, très, très particulier parce qu'on voit pas ça souvent. Et toi, tu as continué à faire ce que tu faisais jeune, plus vieux, avec plus d'expertise. C'est un peu ça, tu sais, de continuer dans ces domaines-là. En fait, de le pousser encore plus loin, de le découvrir, s'y intéresser encore plus. Exactement. C'est vrai, c'est un bon parallèle que tu fais là. J'avais jamais réalisé vraiment ça comme ça. Mais quand on regarde ça de même, effectivement, ce qui m'a marqué dans mon enfance, j'essaie aussi de le revoir, mais d'une façon plus à jour avec les intérêts que j'ai aujourd'hui, puis de le pousser encore plus loin, en fait. Parce que dans ma vie, si on regarde les différents créneaux qui m'ont toujours intéressé, ben, bon, la science en général, la physique, c'était évidemment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les batteries, j'opère beaucoup. Ensuite de ça, la mécanique un peu, mais moins la mécanique à essence, quoique je m'intéresse à ça un petit peu aussi. L'acoustique, les haut-parleurs, ces choses-là, j'ai poussé ça assez à l'extrême aussi dans les années 2000, là, faire des systèmes de son de voiture très, très, très puissants, mais aller même à des compétitions de systèmes de son, puis monter des systèmes incroyablement puissants, pas pour se détruire les oreilles, mais pour simplement atteindre des niveaux acoustiques extrêmes, mais toujours en gardant l'esprit scientifique à travers ça, donc en faisant des tests, puis montant des fichiers Excel avec un paquet de tests, puis d'essayer de corréler tous les résultats. Fait que tu vois, la science était toujours à travers mes intérêts un peu comme ça, tu sais, puis il y a eu l'optique aussi, justement, donc tout ce qui est laser, infrarouge. Fait que j'ai eu la chance de travailler vraiment sur des beaux projets dans ma carrière, que ce soit militaire, aérospatial, médical ou même industriel, là. Et puis d'ailleurs, avant d'être à mon compte, d'avoir ma propre compagnie électronique, je travaillais pour une compagnie qui fabrique des lasers assez puissants, mais pas nécessairement pour la découpe, mais des lasers appliqués à toutes sortes de milieux dans l'automobile pour marquer des pièces, par exemple. Donc, QR code, ces choses-là. Mais moi, je suis arrivé là justement pour développer l'expertise batterie. Donc, pour pouvoir appliquer ces lasers-là à la soudure de batterie. Et ces machines-là, aujourd'hui, sont chez les plus grands manufacturiers de voitures électriques. Donc, c'est quand même... Ouais, j'ai vu ça. C'est assez impressionnant. Cette implication-là, de pouvoir travailler dans le domaine laser, très haute puissance. Donc, ça rejoint un peu mon côté extrême, qui aime ça, aller toucher les choses à leurs limites, si on peut dire, là. Puis, d'appliquer, dans le fond, l'optique et les batteries ensemble. Ça a été vraiment une belle chose pour moi aussi. Ouais, ben, tu sais, ton parcours est tout simplement malade, là, tu sais, quand il y a quelques-uns de mes amis, puis bon, aujourd'hui, si vous écoutez l'épisode, parce que l'épisode est sorti, mais il y a quelques-uns de mes amis qui savent que je t'en entretiens avec toi aujourd'hui, puis tout le monde était comme, j'aurais envoyé ta chaîne YouTube, on va en parler un peu plus tard,
Mais tout le monde, c'est comme, il est donc bien malade. C'est comme malade dans le sens positif, dans le sens que c'est comme, c'est Ah, flyé, c'est extrême. ça peut être tous les sens, tant que ça intéresse les gens, puis c'est dans l'aspect positif. Puis en passant, j'aime aussi, des fois, quand je crée du contenu, j'aime créer une certaine controverse. Et donc, d'aller, des gens qui pensent certaines choses, qui sont des idées couramment connues comme ça, mais moi, challenger ces idées-là du fait que des fois, ben, comme je disais, la sécurité batterie, puis ces choses-là, j'ai pas peur, autrement dit, d'aller à l'encontre de la pensée populaire simplement pour valider une idée, tu sais. Je pense que ça fait partie aussi du côté scientifique. Tu sais, le côté scientifique, même s'il y a 1% de probabilité, il faut jamais dire que ça ne se peut pas. Donc, voilà. C'est vrai ça. Puis, un côté aventurier, un côté scientifique, comme tu as dit, une curiosité presque infinie, on se le cachera pas. Tu as évolué dans différents milieux, tu as été dans l'audio, tu as été aussi dans les lasers, tu as été aussi dans le vélo. Un passage chez Rocky Mountain aussi qui est pas passé inaperçu, comme on dit. Je connais un peu les gens aussi de Rocky Mountain, puis je sais que tu as eu un gros impact là-bas. Parle-nous un peu de où c'est parti cet amour-là pour le vélo. Oui, en fait, ben, j'ai toujours fait un petit peu de vélo de montagne, un peu comme tout le monde. Mais il se trouve, en fait, que quand j'ai travaillé à l'Université de Sherbrooke pendant 3 ans de temps, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que j'ai connu un détaillant de vélo là-bas qui m'a permis d'essayer le premier vélo électrique que j'ai jamais essayé avant, là, dans les premiers qu'il y avait au Québec, de la compagnie Bionix. J'ai juste essayé ça pour le fun dans le magasin comme ça, puis ça m'a comme impressionné. Puis ça en est resté là. Jusqu'à temps que j'ai rencontré ma blonde, dans le fond, qui avait aussi le désir de s'en venir rester à Québec comme moi. Donc, quand je suis arrivé à Québec, cette idée de vélo électrique me trottait un peu dans la tête. Donc, je commence à faire mes recherches un peu sur Internet. Puis là, je découvre ce forum qui est tout jeune, qui s'appelle Endless Sphere. Le nom n'a pas rapport avec les vélos électriques, là, mais la plateforme s'appelle comme Sphère sans fin, là, Endless Tradition Sphere. Il devient une grosse communauté là, en peu de temps de gens qui s'intéressent à ça, qui veulent fabriquer leur batterie, leur vélo, puis même pousser les limites de tout ça, puis aller de plus en plus vite. Et là, moi, j'ai cherché le côté extrême, le côté compétitif de ce. Tu sais, je suis pas compétitif dans le sport ces choses-là, mais quand on touche l'aspect technique, oh là, par exemple, ça vient me fasciner. Donc là, de faire un vélo qui va toujours de plus en plus vite. Alors, dans le fond, c'est parti, c'est ça, d'un essai d'un simple vélo électrique comme ça. Puis moi, j'ai regardé, j'ai trouvé des places où est-ce qu'ils vendaient séparément les composants pour se fabriquer notre propre vélo. On parle dans les années 2007. Ouais, c'était très nouveau à l'époque. Ah, ben, les vélos électriques, en fait, dans ce temps-là, il y avait Canadian Tire qui en avait, les Curie avec 2 batteries 12 volts au plomb, 24 volts avec une petite chaîne en arrière. Puis ça marchait, mais c'était pas l'idéal non plus. Puis quand tu tordais la poignée, le jauge à batterie descendait instantanément parce qu'il était basé sur la pression plutôt que de compter les ampères-heure. Enfin bref, donc ça a beaucoup évolué avec le temps. Puis je suis content justement d'avoir travaillé chez Rocky Mountain pour des projets récents avec les technologies actuelles et tout. Moi, je concevais la batterie là-bas. J'ai fait, dans le fond, des bancs de test aussi. Donc, quand on parle de bancs de test, là, écoute, j'avais, moi, là-dedans, la caméra thermique, le système acoustique, parce que c'est quand même des vélos haut de gamme. Donc, il fallait que ce soit quand même silencieux. Donc, là, je montais des bancs acoustiques, des choses comme ça, pour justement réduire le bruit produit, puis j'essaie de comprendre comment ça se passait, et de faire des batteries qui fit dans une place qui est pas faite pour avoir une batterie, c'est-à-dire un cadre de vélo. Tu sais, on s'entend, le volume là-dedans est très, très faible. Mais bien avant de travailler chez Rocky Mountain, j'ai eu mon cheminement là, avec plusieurs vélos électriques là, assez extrêmes construits. Et j'ai construit mon premier comme ça avec un kit que j'ai reçu. Et là, le problème, c'est que je voulais pas. J'ai eu des batteries au plomb de la part d'un de mes amis qui travaillait dans l'informatique, là, les UPS. Puis je m'étais assemblé des batteries, mais c'était très lourd. Puis moi, j'allais travailler avec ça. Je faisais 6-7 km aller et 6-7 km retour. Mais c'était lourd comme batterie. Donc là, je me suis dit, où est-ce que je pourrais me procurer des batteries? Puis là, ben, je commence à chercher un peu. Puis quand je tape batterie sur Internet, je tombe sur des centres de service. Donc, par exemple, dans ce temps-là, il y avait DeWalt puis Makita qui étaient tout près d'où est-ce que je travaille. Un midi comme ça, je m'en vais là. Puis là, je leur demande, hey, vous autres, avez-vous des batteries des fois scrap que vous avez, tu sais, ils ont notre boîte en arrière pleine, distincte. Ils payent pour les faire recycler. Bon, ben, dans ce temps-là, ils payaient pour les faire recycler. Aujourd'hui, je ne sais plus trop, mais dans ce temps-là, ça leur coûtait de quoi? Fait que moi, ils me les donnaient en leur donnant la promesse que celles que je peux pas utiliser, moi-même, je m'occupais de les retourner au recyclage. Moi, je gardais celles que j'avais besoin et rapidement, j'en ai eu beaucoup plus que j'avais besoin. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en publiant sur le forum Endless Sphere que j'avais des batteries comme ça, là, j'ai eu des gens qui me demandaient « Hey, t'en as-tu trop? »
Fait que là, j'ai commencé à vendre des batteries comme ça à des gens qui s'intéressaient à faire des vélos. Puis moi, je finançais en même temps tout mon genre de labo de découverte de techniques Ouais. de vélo électrique, de tests de moteur et de batterie. Puis je m'achetais de l'équipement de plus en plus avec cet argent-là. Et en même temps, je finançais mes autres projets de vélo électrique. Donc, à un moment donné, ma blonde, elle me dit Hey, il y a une émission à la télé qui s'appelle Les Tripeux avec Réal Bélan. Puis elle dit, je pense que le genre de profil qu'ils cherchent, c'est exactement toi. Elle dit, tu devrais t'inscrire. Ma À blonde 100%. est fantastique, en fait. Fait que là, ça me trotte dans la tête. Je dis, OK, je vais inscrire. Fait que j'envoie ma candidature, je me présente un peu. Écoute, tout de suite, en partant, il me lance une date de tournage. Là, j'avais comme même pas 2 mois pour faire qu'est-ce que je m'étais dit que je ferais, c'est-à-dire battre le record du monde de vitesse en vélo électrique. Ouais, c'est ça. On va y en venir, mais c'est ça. C'était tout qu'un contrat, là, parce que là, je manquais de temps. Puis moi, en fait, c'est ça, je m'étais dit, je vais battre le record du monde de vitesse en vélo électrique parce que j'étais déjà capable d'atteindre les 80-85 km/h. Puis là, on recule, là. Aujourd'hui, bien entendu, tu peux aller sur Amazon ou AliExpress puis t'acheter un vélo de 4-5 000 watts qui va faire 100 km/h. Ça, c'est connu, ça. Mais de le faire soi-même avec la technologie d'il y a 15, 16, 17 ans, c'était pas la même chose. Dans ce temps-là, on achetait des contrôleurs puis on les modifiait, on changeait les MOSFET dedans, les batteries, on les fabriquait nous-mêmes. Moi, j'avais la chance d'avoir des batteries de perceuse, justement, que j'avais monté de l'équipement pour les tester, les caractériser, garder les bonnes et les mauvaises. Et oui. un algorithme avec un de mes amis. À ce moment-là, je travaillais à l'Institut national d'optique. Puis lui était informaticien, il travaillait en informatique, donc il m'avait créé un programme avec MATLAB. On l'a créé ensemble, disons, pour pouvoir matcher les cellules. Donc, prendre des cellules qui ont différents âges comme ça, qui arrivent de plein de moments d'environnement recyclé comme ça, puis d'en faire un truc qui est uniforme et qui va suivre dans le temps. Parce que moi, c'était ça qui était important, c'était de faire une batterie, mais tant qu'à mettre les efforts dessus, il faut qu'elle dure. Donc, je fabriquais mes batteries comme ça pour arriver à ça. Puis là, dans le fond, c'est ça, j'ai monté une batterie extrêmement puissante pour mon vélo de record du monde de vitesse, qui est arrivé en fait le 17 juin 2009 à la piste de Pont-Rouge ici à Québec. Et là, écoute, honnêtement, ça a eu un gros impact dans ma carrière. Parce que j'avais des gens qui m'appelaient, qui m'envoyaient des courriels, puis OK, on veut un vélo électrique, tu connais les on a vu ça, ça nous intéresse. Fait que ça a eu un impact énormément positif, autant pour, je dirais, la carrière que pour le développement personnel. Moi, ça m'a appris beaucoup, en fait, cette aventure-là du record de vitesse parce que, je te dirais, honnêtement, ça m'a forcé à accomplir des choses extrêmes en très peu de temps, à aller chercher l'aide que j'avais besoin parce que j'étais pas capable de tout faire, là. Je veux dire, le vélo, faire des tests et tout, là, c'était quand même assez extrême. C'est drôle à dire, c'est que j'ai battu le record du monde de vitesse, mais par un cheveu, comme un certain article de journal mentionne d'ailleurs. J'avais prévu le battre encore plus haut, c'est-à-dire faire 100 km/h selon mes calculs, mais j'ai fait 94,3 à ce moment-là, ce qui était 1,3 km/h de plus que le record actuel, qui était détenu par les Américains de 93 km/h. J'ai monté un vélo très aérodynamique, très épuré, très bas de terre. J'ai construit une batterie qui avait tout juste assez d'énergie pour faire la distance, mais qui avait assez de puissance, mais qui était assez légère en même temps aussi. Donc, c'est une batterie que j'ai construite que pour faire le record du monde de vitesse. Et là, honnêtement, quand je dis que ça a eu un impact, en fait, c'est parce que, j'ai battu le record. Et non seulement ça, cette journée-là, j'avais amené mon autre vélo aussi. Je me disais, je vais péter un peu de la broue. J'avais un vélo que j'avais construit. Puis le problème, c'était toujours l'autonomie avec les vélos. Donc, j'ai amené mon vélo sur lequel j'avais bâti une batterie de, attache ta tuque, 2,3 kWh avec 432 cellules 18650. What? C'était le vélo avec le plus d'autonomie dans le monde. Ouais, c'est insane. Convaincu qu'il n'y avait pas de vélo électrique avec plus d'autonomie. Écoute, 2,3 kWh, j'étais capable de faire 210 km sur une charge. Et il rechargeait en à peu près 1h30 sur une prise 120. C'est hyper rapide. C'est un vélo vraiment extrême. C'est mon deuxième gros vélo électrique que j'ai bâti. Mais ce vélo-là, en même temps, il était très fort. Il était très torqueux. Il y avait un moteur, pas pour faire de la vitesse, mais c'était plus l'autre spectre de la puissance, c'est-à-dire le couple. Et je l'avais amené, puis mon but, c'était de tirer un autobus scolaire de 19 200 livres. Ce que j'ai finalement réussi, encore une fois, mais j'ai tiré un autobus scolaire avec mon vélo électrique dans la même émission. Fait que c'est pour ça, en fait, ce que je voulais te montrer, c'est qu'à ce moment-là, l'intérêt pour les véhicules électriques était très peu. Tu sais, il y avait les Prius qu'on entendait parler un petit peu. Ça s'arrêtait là. Moi, je voulais dire aux gens, si moi, dans mon garage, je suis capable de construire un vélo qui bat un record du monde de vitesse et qui est capable de tirer un autobus scolaire. Imaginez ce qu'une entreprise qui décide de
se lancer là-dedans pour faire un véhicule qui va être performant et tout et capable de faire. Moi, mon idée, c'était de pousser les gens à s'intéresser à ça encore plus. Et objectif atteint, check. Parce qu'avec la réponse que j'ai eue suite à mon record de vitesse, mes prouesses et tout, ben ça a été incroyable en fait. Là. Fait que ça, je suis vraiment fier de ça dans ma vie parce que j'ai réussi mon objectif, c'est-à-dire battre le record et susciter l'intérêt des gens pour ça. Et aussi des gens qui veulent battre des records et faire de la vitesse en vélo électrique. Absolument, absolument. J'imagine qu'après ça, parce que bon, maintenant on sait qu'il y a des compétitions de e-mountain bike Oui, qui existent. mountain bike. En fait, il y avait le Vélérium au Mont-Sainte-Anne, qui était un des premiers événements aussi, auquel d'ailleurs Rocky Mountain ont participé. Fait que ça, effectivement. Puis moi, en fait, j'ai toujours cru à la compétition de systèmes électriques comme ça. Que ce soit, en particulier aussi pour le drag racing. J'aime ça, moi, la Ouais. performance, l'accélération surtout. Je suis pas un gros amateur de vitesse. Je suis un amateur L'accélération. d'accélération. Ouais, Et le quand coup que ça j'ai donne, embarqué dans ouais. une Tesla Blade pour la première fois de ma vie, j'ai fait, OK, là, reset, ça, c'est une accélération. Moi, je connaissais l'accélération grâce à mes vélos, qui étaient quand même assez impressionnants. Mais là, quand j'ai embarqué dans une Tesla Plate, là, j'ai fait un reset sur mon impression d'accélération. Là, c'était, tu sais, t'as des montagnes russes, t'as une navette spatiale, puis t'as une Plate. Ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, c'est ça. Puis, il y en a beaucoup qui m'ont inspiré aussi dans le domaine du deux roues électriques, dont Bill Dubé avec la moto Kilocycle. Dans les mêmes années où est-ce que je commençais à fabriquer mes batteries, il avait une moto qui faisait le 0-100 en 0.9 secondes. Wow. Et il faisait 8,6 secondes sur le quart de mille avec une moto avec les mêmes cellules que moi j'utilisais pour mon record de vitesse. Donc, c'est une cellule qu'il y avait dans des batteries 36 volts de DeWalt que j'ai encore aujourd'hui dans mes outils et qui fonctionne encore aujourd'hui. Credit DeWalt. Mais c'est ce qui est drôle en fait aussi, c'est que quand j'ai eu la vidéo de Discovery Channel qui sont venus tourner chez moi pour un autre vélo à 3 roues que j'ai fait, Ouais. eh bien, ce vélo-là, en fait, j'ai montré clairement que j'avais des batteries de DeWalt que je désassemblais comme ça. Et là, bon, écoute, des fois, il y a des bons et des mauvais côtés. Puis là, ben, ma source d'approvisionnement chez DeWalt a comme disparu tout d'un coup sec comme ça. Parce que là, eux autres, ils voulaient pas se retrouver avec un paquet de gens qui vont leur demander des cellules usagées puis qui pouvaient démonter des batteries puis créer des dangers. Puis il faut comprendre ça aussi. Moi, je m'intéresse à ça. Ça fait des années, je comprends comment ça fonctionne. Et ça veut pas dire que la personne qui s'intéresse à ça a aussi les connaissances pour le faire. Voilà, petite aventure comme ça qui est arrivée par rapport à DeWalt. Ouais, ben de multiples aventures avec un record du monde. Après ça, bon, être capable de tirer un autobus avec un vélo électrique. Écoute, moi j'imagine les images. Puis on va en mettre, hein, en passant dans l'épisode, on va en mettre des images. Puis ça va être, vous allez voir aussi des liens là, vers la chaîne YouTube de Stéphane qui est assez bien nourrie aussi par rapport à toutes sortes d'expérimentations, toutes sortes de tests qu'on va parler justement. On va parler un peu de ta chaîne YouTube parce que bon, Stéphane, t'as le côté scientifique, recherche. Aujourd'hui, tu as ta propre entreprise aussi comme consultant sur différents projets. Tu es un spécialiste des batteries, mais pas que. Mais tu as aussi une chaîne YouTube bien nourrie qui parle, justement, vous allez pouvoir voir sur sa chaîne un peu les courses de drag race, ses vélos, mais aussi, j'avais vu que une affaire là, au niveau de Discovery qui est venue chez toi, puis c'était pas pour ton vélo électrique cette fois-là, c'était pour ton trike avec des skis. C'est assez malade, ça. D'où vient Ouais, l'idée c'est de ça. faire un trike? C'est simple, c'est que j'ai tellement aimé me promener avec le vélo électrique à cause de différentes choses, l'accélération, puis tout ça, que je voulais continuer l'hiver aussi. Puis là, l'hiver, ben, j'ai bien entendu essayer de mettre des tailleurs à clous, des choses comme ça. Mais l'accélération avec des pneus à clous sur un vélo, c'est différent. Là. Ça peut quand même virer de tour, puis partir de côté, puis nous faire tomber. Donc là, je cherchais une façon de continuer à vélo, mais en étant stable. Et la solution était à 3 roues, 3 points d'appui. Donc là, j'ai commencé à chercher un peu sur le web. J'ai découvert une compagnie qui s'appelle KMX, qui faisait ce qu'on appelle des trikes. Un peu le même genre de compagnie qui vendait des vélos pour les gens qui sont un peu paraplégiques aussi, tu sais, qui peuvent pas nécessairement se tenir à 2 roues. Mais cette compagnie-là aussi en ont fait des extrêmes, tu sais, des trikes là, vraiment de compétition, même pour faire du off-road, des choses comme ça. Puis moi, l'idée d'en avoir un comme ça, d'être confortablement assis, parce qu'on s'entend sur un banc de vélo, c'est pas toujours le meilleur confort. Et là, d'être confortablement assis, d'avoir les pédales en avant comme ça, puis une espèce de guidon pour activer les 2 roues en avant, moi, j'ai fait wow! Et j'avais été en contact aussi avec un certain Paul Laprade, qui a d'ailleurs travaillé chez Rocky Mountain aussi, qui lui avait fait
comment ça s'appelle, donc les trikes, là, mais avec la moto, là, les campagnards qui faisaient ça, là. C'est comme une moto. Ouais, ça me dit quoi, ouais. Et puis un T-Rex, c'est ça, exactement. Et puis on a fait une version électrique. Et à un moment donné, dans un événement électrique comme ça, qui se retrouvait dans le coin de Victo, on s'était rencontrés là-bas. Moi, j'avais je pense, ma moto électrique à ce moment-là, ou ma moto puis mon vélo. Hein. Et on s'était rencontrés, puis j'avais vu ça, j'ai fait ça, c'est mon prochain projet. Alors, quand je suis arrivé ici, je recherche, puis là, je trouve KMX, puis là, je m'en fais un. Puis là, je mets le moteur, justement, un gros moteur roue en arrière. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pour une première fois, je commence à vivre une relation que j'aimais beaucoup, mais pas en me faisant tirer par des poignées, mais en me faisant pousser dans le dos par un siège. Un peu comme dans une voiture. J'avais pas les moyens d'acheter une voiture Tesla Model S à ce moment-là à 115 000 $ pour avoir une certaine accélération. Dans mon garage, j'étais capable, avec un trike, d'arriver à quelque chose de quand même similaire. Pas les mêmes vitesses, mais presque le même nombre de G. Alors, j'ai coursé aussi à la piste de Pont-Rouge avec ça pour le fun. J'ai certaines vidéos sur ma chaîne qui le montrent d'ailleurs. Discovery Channel se sont intéressés à ça, justement. Ils ont écrit, puis on dit, on aimerait ça tourner une émission chez toi. Alors, ils sont venus. Mais moi, en fait, aussi, c'est que le trike, pour l'utiliser dans la neige folle, c'est un peu plus difficile parce que là, ça calait. Alors, j'ai décidé d'essayer, voire de mettre des skis sur les roues d'en avant, puis de grossir le pneu en arrière pour avoir une meilleure portance sur la neige. Et ça fonctionnait. Donc, j'allais me promener sur les pistes de skidoo avec ça en arrière de l'aéroport. Et puis, ça c'était vraiment fantastique parce que c'était de la neige, ça absorbe beaucoup le son. Alors, j'avais des balades avec une certaine vitesse quand même à travers la forêt, en total silence. Tout ce que j'entendais, c'est les skis frottés puis la roue d'en arrière avancer. Donc ça, c'était vraiment assez magique, en fait. Puis j'avais même rajouté des LED bleus en dessous dans les ailes pour éclairer la neige, avoir un genre de ground effect, un peu comme les néons qu'il y avait ces civiques. Je te dirais que ça faisait un sacré effet avec la neige blanche le soir, en fait, quand la tombée du jour. Puis c'est ça, je me suis beaucoup amusé avec ça. Fait que quand Discovery sont venus tourner ici, ça a été une sacrée belle opportunité aussi. J'ai adoré le tournage. Mais je te partage un petit fait intéressant là-dessus. Le tournage a pris excessivement de temps. C'est-à-dire, ça a pris, je pense, 6 heures. Ça a été très long pour quelques minutes. Il pleuvait, il y avait de la neige. Puis là, le but, c'était de monter le train avec de la neige. Tu sais, il commençait à avoir un petit peu de slush qui se faisait dans les rues. Fait que là, ça n'aurait pas d'extrême impression. Ma batterie ça fait longtemps qu'elle était restée dehors. Et moi, j'avais l'habitude de avec le trike avec une batterie chaude. Et là, la batterie était rendue froide. Et quand est venu le temps de tourner pour montrer la performance que ça avait, ma batterie avait beaucoup refroidi. Et moi, j'avais mis des protections de tension qui étaient quand même très, très conservatrices. Alors là, je comprenais pas parce que quand j'essayais de le pousser, j'avais pas toute la puissance nécessaire pour montrer à la caméra qu'est-ce que ça donne. Ça l'a quand même interpellé. Tu sais, le montage a été très bien fait. Les gens ont été vraiment fascinés de voir ça. Mais moi, dans ma tête, qu'il manque quelque chose. Je trouvais que j'avais pas une accélération. En plus, ça me fait penser, pour le record de vitesse, c'est passé la même chose. J'étais supposé faire 117 km/h selon les calculs et les tests que j'avais faits, en projetant le cours, on va dire. Une régression linéaire. Mais j'ai pas atteint ça, j'ai atteint 94 à la place. Puis la raison est bien simple. C'est qu'il y avait tellement de choses à organiser pour l'événement du record de vitesse à la piste de Pont-Rouge, incluant gérer les médias qui allaient être là, TVA, Radio-Can, tout ça, puis parler à la famille, puis les amis qui sont venus me voir, puis gérer tout ça en même temps. Puis moi, je suis pas manager pour trop des gros événements comme ça. En fait, là, tu sais, ma blonde m'a aidé beaucoup. Mais là, j'ai oublié certaines choses, dont je l'avais oublié à 75. Je l'avais mis à 75 pour être très conservateur, pour pas péter avant le test ultime. Mais j'ai oublié de le remettre à 100%. Fait que quand j'ai commencé à accélérer sur la piste, ça allait bien, ça accélère. Puis là, je fais comme, yes, ça va être super, ça. Là, la vitesse commence à plafonner. Ça se fait comme ça. Le tournage est fait. Là, moi, je m'en reviens à la ligne de départ, parce qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée vraiment sur une piste de quart de mille. Là, je m'en reviens les gens, puis moi, dans ma tête, je fais comme tabarnouche. Comment ça fait que ça n'a pas marché? Là, il y a tout le monde qui sont là, puis ils m'applaudissent. Ouais, t'as battu le record! Dans ma tête, je suis comme critique un peu. Ça n'a pas été assez vite, me semble. Mais là, il a fallu que je fasse mon poker face. Hey, je suis content du record. Puis tout, dans ma tête, ça faisait. Il me semble qu'il manquait quelque chose. C'est quoi? J'ai découvert une journée après, en revenant chez nous, en branchant mon ordinateur dessus, je l'avais oublié à 75% de puissance. Fait que j'ai battu le record du monde à 75% du potentiel. Ce qui était quand même un bon exploit personnel aussi pour moi. Quand même. Mais aujourd'hui, as-tu été battu? C'est quoi qui t'est arrivé avec ce record-là? Je suis quand même curieux. En fait, j'ai rencontré une personne extraordinaire aussi dans ce domaine-là qui
Honnêtement, sur le forum sur lequel je m'investissais beaucoup, je passais énormément d'heures par semaine là-dessus, le forum Endless Sphere, partager toutes sortes de choses. J'étais une des personnes qui poussait la chose le plus loin puis qui avait quand même une bonne connaissance des batteries. Mais là, à un moment donné, il y avait une personne qui m'a vraiment challengé là-dedans, puis souvent qui disait que certaines choses que moi j'avançais pouvaient être vues d'une façon différente. On va dire ça comme ça. Puis là, ça me gossait un peu, tu sais, qu'on va dire en québécois, mais j'étais toujours intéressé. Puis je répondais en disant, ouais, peut-être, mais en réalité, j'aurais dû l'écouter encore plus parce qu'il y avait raison sur beaucoup d'aspects. Donc, je continuais. Tu sais, moi, j'étais persuadé de certaines choses que j'avais appris et découvertes, mais dans une limite, dans un cadre que je connaissais. Mais si tu élargis ce cadre-là, lui, il y a peut-être d'autres possibilités. Puis lui, ce cadre-là, il l'avait déjà très large. Une personne extrêmement intelligente, pour ne pas nommer Luke Workman, ou a.k.a. Live for Physics sur Internet, qui est devenu un grand ami à moi, en fait. C'est drôle un peu, je te partage un petit fait comme ça. Je suis allé en Californie avec ma blonde en 2014. On est allé visiter le Grand Canyon, des choses comme ça. Puis j'ai eu l'occasion d'aller visiter Luke chez eux. Lui, il travaillait pour Zero Motorcycles. Donc, c'était déjà dans mes prochains projets de me procurer une moto de Zero, que je trouvais fantastique. Il me fait visiter l'usine et tout. Puis à un moment donné, il vient me voir puis il me dit, je vais te montrer en arrière. Il rouvre la porte. Puis là, il y a un gros container rempli de batteries de recherche et développement. Là, moi, je fais comme, tabarnouche, ça serait le fun d'avoir ça, tu sais. Puis il me dit, ce que tu peux prendre là, il dit, pars avec, puis ramène ça chez vous. Il dit, ça s'en va à scrap, de toute façon, au recyclage. Là, mon ami, je fais comme, il y a comme des centaines de kilowattheures là-dedans. C'est pas des milliers qui pourraient être prêts pour mes projets, puis mes motos, puis mes grands voyages en moto. Puis je fais comme, tabarnouche. Là, je dis, pourquoi tu me donnes ça de même? Il dit, c'est simple. Steph, il dit, en anglais, bien entendu, il dit, moi, il dit, tu m'as fait découvrir le domaine du vélo électrique avec ce que tu as publié sur les forums, et puis j'ai trippé là-dessus. Grâce à ça, aujourd'hui, je fais le meilleur travail que j'ai. Je développe des batteries pour Zero Motorcycle. Tu sais, moi, je faisais juste des vidéos comme ça, mais sans savoir que ça allait captiver d'autres personnes comme ça, tu sais, puis ça allait les intéresser. Bon, bref, c'était un peu mon but aussi, mais je pensais pas la portée de ça que soit aussi grande. Lui, c'était comme sa façon de me remercier, de dire, hey, écoute, grâce à toi aujourd'hui, ben j'ai connu une super job, puis je fais du développement de batteries, puis je trippe là-dedans. Dans le fond, voici, prends des batteries que tu as besoin pour tes projets. C'était vraiment super. Wow. Fait que là, ça avait été compliqué de m'expédier ça chez nous pendant que moi, je t'envoyais en avion. Puis, tu sais, des batteries surtout. Des batteries, exactement. On avait réussi à régler tout ça, mais ça a été toute qu'une chose. Fait que dans le fond, en passant, Luke, c'est une personne que je respecte énormément, qui a une très belle humanité. Je l'ai revu plusieurs fois. Il est venu à Québec, même aussi à Montréal. Ouais. Du Grand Prix Formule électrique qu'il y a eu à Montréal. On s'est rencontrés là-bas. Puis c'est une personne vraiment fantastique. Honnêtement, côté batterie, j'aime ça parler à des gens qui se connaissent dans ce domaine-là, c'est toujours intéressant. Mais lui est vraiment une coche encore au-dessus. Moi, je considère que je connais les batteries, je peux le dire aujourd'hui. Lui, il connaît les batteries dans un domaine encore plus poussé. Moi, ce que j'essaie aussi toujours en fait, c'est une inspiration. Lui, je l'ai inspiré pour certaines choses et lui m'inspire pour ça aussi. Quand même, c'est une belle histoire de voir que tu as pu inspirer des gens dans ton parcours, que tu as pu aussi te faire des amis. Des fois, on fait des affaires tout ça chez nous, là, puis on se dit... Ah ouais, ben ça, honnêtement, j'ai beaucoup de mes amis aujourd'hui qu'on s'est rejoints en partageant des passions comme ça, que ce soit pour les systèmes de son dans le temps, la disco mobile, le laser, les batteries. Puis c'est le fun parce que même du côté universitaire aussi, j'ai des équipes qui avaient des projets de faire des projets SAE électriques, là, des projets de véhicules électriques universitaires et puis des motos, des choses comme ça. Puis il y a des gens qui sont venus justement me questionner là-dessus. Hey, on aurait besoin de tes inputs sur nos projets puis tout. Puis moi, j'ai jamais fait l'université. Moi, j'ai simplement la passion. J'ai 2 techniques à mon actif. Puis, dans le fond, je suis expert technique dans mon domaine aujourd'hui, dans le domaine des batteries, mais j'ai fait aucun cours universitaire. Et puis, je trouve ça le fun d'avoir des gens qui sont dans des projets universitaires comme ça et qui aussi souvent demandent, même avec l'approbation de leurs professeurs, de venir chercher de l'aide ou des conseils de ma part. Fait que je suis charmé de ça, c'est quand même super flatteur. C'est quand même fou, j'étais sûr que tu avais eu un parcours universitaire, mais non. Beaucoup de gens pensent que justement que je suis ingénieur et tout. Je peux pas me donner le titre d'ingénieur malheureusement, mais je considère qu'avec ce que j'ai fait, mon parcours, je dirais j'aurais peut-être quelques trucs à aller chercher avec un diplôme, mais je considère que le niveau de connaissance que j'ai aujourd'hui, s'il peut inspirer certains ingénieurs, comme ça arrive des fois, ben tant mieux, je suis content de ça.
Moi, je fais mon parcours de ce côté-là, puis je le fais aussi beaucoup. Je suis très autodidacte, mais aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'avec les outils qu'on a sur Internet, avec YouTube, avec Science Direct, les papiers de recherche qu'il y a publiés un peu partout, on a de l'information presque en temps réel sur ce qui se passe. Et ça, c'est fantastique. J'apprends beaucoup. Je me tiens à jour avec ça. Et aussi aujourd'hui avec l'IA, ce qui nous aide encore plus à aller chercher de l'information très spécifique. D'ailleurs, c'est drôle parce que l'IA, des fois, je pose des questions sur des sujets dans le domaine des batteries. Puis quand je regarde la réponse, je vois une référence, puis c'est par rapport à un article que j'ai écrit. S'il a pesé le pour puis le contre, puis a regardé tout ce qu'il y avait sur Internet, entre autres, il me donne comme source. C'est parce qu'il va trouver quelque chose qui est similaire à ce que moi je pose comme question, mais des fois, je pose une question un peu plus pointue, comme sortir un article plus avant. Je suis quand même charmé de voir que l'IA m'utilise comme référence aussi dans certaines questions, certains projets. Tu le dis-tu à ChatGPT, là, arrête de me flatter, là. Arrête de me flatter, t'es trop Non, flatteur. mais des fois, j'ai pas peur de dire ChatGPT. J'ai découvert ça un peu aussi en disant, c'est pas toujours la vérité qu'il y a là-dessus. Hein. Faut garder un esprit critique avec l'IA. Justement, des fois, j'ai pas peur de dire, non, là, ce que tu me dis, ça fait aucun sens. Je peux pas lui dire, fais le calcul, mais je peux lui dire, revise tes chiffres, puis reviens me voir avec ça. Puis là, il va écrire, oui, c'est vrai, basé sur ce que tu viens de dire. Là, je comprends mieux, puis t'as raison, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais des fois, ce que j'aimerais aussi, c'est que ChatGPT peut se dire, non, t'es dans le champ. Voici pourquoi. Ouais. Ça serait le fun, éventuellement. C'est ça. Puis, écoute, moi, j'ai fait un tour de ta chaîne, puis bon, on parle de moto électrique. Oui, ça, c'est un autre aussi, là. Après les vélos, les motos sont arrivées. Ouais. Les motos, c'est ce qui permet d'aller sur la route. Puis ça permet d'aller sur la route puis de voir beaucoup de paysages en même temps. Tu sais, dans le sens que la vitesse moyenne sur une moto, ben, est plus grande. Donc, on parcourt des plus grandes distances. On voyage plus, je pense, dans un laps de temps donné. Puis le confort est quand même là aussi par rapport à un vélo. Du vélo, j'en ai fait des distances incroyables avec ça. J'analyse jusqu'à date je suis rendu à 56 000 km en vélo électrique de fait. Puis en moto, je suis à 152 000 kilos en moto électrique. J'ai eu 200 000 km de fait en 2 roues électriques, là, surtout à travers le Québec. Et la moto, c'est vraiment, ça c'est le next level parce que je fais aussi du drag racing avec une moto électrique que j'ai montée. Je fais de la course avec ça, j'adore ça. Mais je fais aussi des grands voyages. Puis ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai pleinement réalisé cet été. Je suis allé jusqu'à Radisson avec ma moto électrique. Donc Radisson, pour ceux qui... Il y a Québec, Montréal, puis en haut complètement vis-à-vis de la baie James, là, ben il y a Radisson au 53e parallèle. Donc partir de chez nous jusque-là, faut que je croise 7 parallèles pour me rendre là. Puis il n'y a pas beaucoup de bornes de recharge. Moi, en fait, quand j'ai commencé avec la moto électrique, ce que j'aimais, c'est que je suis quelqu'un qui aime ça avoir un couteau suisse. Je veux pas m'en aller avec une moto et être pris. Puis là, après ça, avoir la réaction des gens, bon, t'as pas d'autonomie, puis là, t'es stock avec ta moto. Je m'organise toujours pour éviter que les gens voient l'aspect négatif qu'il peut y avoir si on manque de batterie ou des choses comme ça. Je développe un couteau suisse, c'est-à-dire une stratégie de recharge ultra flexible. Je suis capable de recharger avec ma moto électrique autant sur une batterie 12 volts de voiture, ça prendrait plus de temps, là, que sur une prise 120 volts, que sur un panneau solaire, que sur 240, que sur 3 bornes de recharge à la fois. Donc, quand je voyageais avec la moto, c'est ça l'affaire, c'est que je trouvais ça long des fois de charger, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, je regardais le paquet de bornes qu'il y avait disponible, je me disais, je pourrais bien en utiliser plus qu'une. Donc, j'ai développé un système de recharge sur ma moto qui permet de me recharger de 2 à 3 bornes à la fois. Donc, j'ai un système de recharge qui me permet de gérer ça, que j'ai bâti pour ma moto. En fait, c'est ça. C'est plus une pieuvre. La moto, en fait, elle n'a pas qu'un chargeur. Elle a 4 unités de recharge qui se divisent ensemble, série parallèle, selon comment je branche la borne et combien il y en a, puis ça se fait tout automatiquement. Donc, ça me permet d'avoir de la flexibilité puis de recharger aussi dans des terrains de camping où est-ce que j'ai des petites prises 30 ampères sur le 120 volts. Je peux charger à peu près n'importe où est-ce qu'il y a du courant. Fait que ça fait que je peux voyager plus loin. Mon côté aventurier, d'aller loin, d'aller dans des endroits désertiques, tout ça, avec la moto, est vraiment rassasié avec la possibilité de charger avec plus de flexibilité, tu sais, tant qu'il y a du courant. C'est sûr que de mettre un panneau solaire sur ma moto puis d'espérer charger, il y a un côté réaliste, ça fonctionnerait pas, faudrait que j'aille 100 pieds carrés, si c'est pas plus de panneaux solaires que je traîne, ça pognerait dans le vent. Mais tout ça pour dire que j'ai fait un voyage cet été. Le gros challenge était de pouvoir franchir entre Matagami,
et proche de l'Abitibi, puis en Chibougamau, l'Abitibi. Matagami et le kilomètre 381, qui est le relais routier du kilomètre 381. Donc, le Matagami, c'est le kilomètre 0, c'est le kilomètre 381, puis Radisson, c'est au kilomètre 620. Et entre ici puis Matagami, c'est un 1200 km environ. Donc, ça donne une idée, là. Tu sais, moi, je suis habitué d'aller en Abitibi, c'est-à-dire de faire 1000 km aller, 1000 km retour pour aller voir ma famille. Après, c'était en moto, je fais un voyage comme ça. Pour moi, je suis rendu familier. Je traverse le parc La Vérandrie, c'est plus un problème, j'ai assez d'autonomie. Mais là, quand il est arrivé le temps de traverser, de faire 381 km d'autonomie avec ma moto, c'était un autre challenge. Et là, ben, c'est ça, cet été, j'ai modifié ma moto, je me suis ajouté des valises de batterie, comme j'avais déjà d'ailleurs en 2014 sur ma première moto. Oui, il y a une vidéo là-dessus. Oui, exactement. Mais là, je l'ai fait en version beaucoup plus solide comme capacité. Je peux faire 460 km d'autonomie réelle mesurée avec ma moto. Incroyable. J'arrive dans la même autonomie qu'une voiture électrique standard qu'on a aujourd'hui. Fait que là, c'est intéressant. Puis je peux toujours charger encore avec mes chargeurs. Fait que là, ça m'a permis de faire le 381 km. Mais tu sais quoi? J'ai jamais eu le temps de le tester avant de partir. J'ai manqué de temps dans mon projet, puis il a fallu que je parte. OK. Parce que toutes mes vacances étaient cédulées pour organiser, puis c'était là qu'il fallait que je parte. J'avais dormi 3 heures. Puis je pars, puis j'ai pas testé mon système. Ben, tu comprends, je roule, puis là, je regarde l'autonomie, puis je suis ça avec un œil proche, sans savoir qu'en réalité, j'avais vraiment 460. C'est en revenant de mon voyage, j'ai pris le temps de faire un test avec une préparation dans des zones où c'est que si je manque de courant, tu sais, j'ai un backup en arrière, puis tu sais, je peux pas rester stock. Fait que j'ai pu valider ça par la suite. Mais durant mon voyage, j'avais toujours l'inquiétude d'avoir calculé 450 à peu près, mais de pas l'avoir testé. Tu sais. Fait que j'aime ça un peu le petit piquant des fois comme ça. Ouais, tu vis dangereusement, comme dirait maman. Hey, écoute, à Bay James, là-bas, les arbres sont pas hauts. Hein. Quand tu roules, là, tu t'approches de Radisson, la forêt, les arbres rapetissent. Puis même, ça devient un terrain qui est presque désertique. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'ai adoré, en fait, voir ça, cette zone-là. Comme je dis dans mon voyage, de pouvoir aller goûter l'eau salée, autant à la baie James, parce qu'à la baie James, il y a de l'eau salée. Donc, au Québec, on a de l'eau salée là. Puis aussi de revenir, puis de passer par Saint-Siméon, puis tout ça. Charlevoix, là, ouais. Aller prendre l'eau salée du fleuve là aussi. Donc, dans mon même voyage, j'ai parcouru le Québec, puis j'ai goûté à l'eau salée aux deux places. Quand même fou, j'ai l'impression que tu as besoin un peu de ce côté-là où, tu sais, oui, tu peux être devant ton ordinateur ou dans ton atelier à travailler ou à travailler avec des clients de manière très, très pointue, mais j'imagine, de la manière que tu parles, tu as besoin de t'évader de temps en temps puis de sortir un peu. Ça me fait un grand bien, puis j'ai toujours eu l'intérêt plus pour le nord que le sud, simplement parce que c'est une région qui est... quand j'étais petit, j'étais chez mon grand-père, puis je regardais en face. Quand j'étais dans le salon, je me rappelle, je regardais par la vitre de la cuisine, j'avais la forêt en face. Je demandais à mon grand-père, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord? Puis, passé ça, il y a Villebois, que certains ont dû connaître avec Villa Pronovo, là, dans le temps là, des filles de Caleb. Là. Il y a Villebois là, puis après ça, je pense c'est la baie James, l'autre bord. Là, moi, le fait qu'il n'y ait rien puis qu'ils me disent que c'est loin, ça a comme resté. Hein. Fait que j'ai toujours aimé le fait de savoir que je m'en vais là. C'est encore de la forêt qui est assez pure, tu sais, il n'y a pas de milliers de chalets autour des lacs que tu vas rencontrer là-bas, que c'est totalement encore vierge comme forêt. Il y a le calme, il y a une certaine sérénité. Ça, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Quand j'arrête la moto, il n'y a pas de son, à part peut-être quelques moustiques et quelques brûlots. Mais ça, tu sais, c'est bien correct. Fait que j'aime cet aspect-là aussi d'aller chercher ça. Puis quand je roule en passant, c'est une façon, en fait, de reclasser les choses dans ma tête. Je roule, puis je pense à toutes sortes de choses, puis je m'évade, je me libère l'esprit, puis je reviens, puis je suis tellement serein. Tant mieux. Écoute, c'est une belle manière de mettre en application, en fait, ce que tu fais, tout en profitant à 100% de tes inventions. On n'a pas parlé, c'est l'hiver, puis on n'a pas parlé encore d'une autre de tes inventions, la souffleuse électrique. A l'air de cracher. Moi, j'ai vu la vidéo, là, puis ça a l'air d'être assez performant. Là. Si vous êtes pogné là, avec une souffleuse, comme mes parents, à un moment donné, ils étaient pognés avec une souffleuse qui crachait pas. Là. Ça prend contactez Stéphane. Pas juste de la puissance, ça prend du torque. Puis un moteur électrique, ben c'est connu pour avoir du torque, du couple, à partir de 0 RPM. Donc, c'est le fun parce que tu peux déplacer de la neige lourde très facilement quand tu as le torque et les kilowatts disponibles.
Ce projet-là de souffleuse, c'est drôle. J'avais jamais vraiment prévu me faire une souffleuse électrique en passant. Est arrivé le moment où quand j'ai eu ma deuxième moto électrique, moi, j'avais commencé avec l'ancienne à me faire une batterie pour augmenter l'autonomie. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir une moto plus récente, toujours électrique dans la même marque, qui avait 3 fois plus d'autonomie. Et donc, à la condition que je vende mon ancienne. En échange, puis bon. Fait que là, j'avais fait une batterie pour ma première moto, pour augmenter son autonomie. Ouais. Puis je l'avais faite pour qu'elle résiste à l'eau, puis au sel, puis tout l'environnement salin, puis tout ça. Du Québec, là, ouais. Tout ce qu'on a au Québec, là, tu sais, là, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, sur un véhicule, le vent, l'eau, puis les turbulences, tu veux pas d'eau dans ta batterie. Fait que je l'avais faite vraiment parfaite, étanche, là, tu sais. Puis là, finalement, je vends cette moto-là. Je me retrouve avec une batterie, tu sais, que Ouais. l'hiver arrive, puis je regarde la batterie, puis je suis en train de pelleter un peu, puis là, je me dis, ouais, je vais faire une souffleuse. Fait que cette batterie-là est devenue la batterie, est devenue un peu la défaite pour dire, ben, je vais me faire une souffleuse électrique. Fait que là, je commence à chercher sur Marketplace, puis je trouve une souffleuse qui a pas de moteur, puis une Craftman 825 de 1991. Elle dort dans un banc de neige et est rouillée, tu sais. Fait que mon projet devient tranquillement prendre la batterie que j'ai construite pour ma moto que j'ai pu, puis créer un projet de restauration de souffleuse à gaz, parce que c'est pas juste de la conversion, c'est de la restauration. Honnêtement, elle était rouillée. Ouais. Je l'ai reconverti en une belle souffleuse bleue aux couleurs Yamaha. Ouais, elle est belle, c'est ça. Moi, je croyais pas, là. Chaque pièce, je l'ai démontée. Il y avait plus une pièce que tu pouvais démonter puis séparer une de l'autre, là. Et toutes les pièces étaient démontées. J'ai une photo où est-ce que je les ai toutes comme cordées puis étendues sur un grand carton. On voit la souffleuse, mais en pièces détachées, comme on dit. Je les ai toutes nettoyées une par une avec toutes sortes de techniques, du sandblast, de l'acide borique, puis pour enlever la rouille. Puis bref, je reconstruis cette souffleuse-là. Puis et honnêtement, j'ai été vraiment surpris du résultat parce que la batterie que j'avais faite était trop puissante pour la souffleuse. Tu sais, dans le sens, ça se reposait, Ouais. la batterie, là. Il pouvait faire moins 20, moins 25, là, puis dans le moteur, il n'y avait aucun problème. Il recevait tout le courant qu'il avait besoin. Fait que ça, c'était le fun parce que ça m'a prouvé aussi que j'étais capable de faire une batterie qui t'offre les environnements assez extrêmes en température. Même la batterie à moins 25, pas de problème. J'ai même fait une vidéo là-dessus, là, justement, ma souffleuse électrique à moins 25 sur ma chaîne. Puis elle fonctionne très bien, même qu'il y a un journal qui s'y est intéressé, je pense que c'est La Presse ou Le Soleil, qui ont fait une pleine panne. Ouais. Ma souffleuse est là. Ils m'ont venu tourner, en fait, quelques photos puis faire un article avec ça. Mais la souffleuse, je l'ai encore aujourd'hui. Puis le projet, c'est de la convertir de 51 volts à 72 volts. Pas parce que j'ai besoin de tirer la neige, pas chez le 3e voisin, mais c'est le 6e voisin. Excusez mes voisins, je ne tire pas votre neige chez vous. Non, il n'y aura pas de neige chez les voisins. Je l'ai vu à un moment donné, tu sais, les algorithmes sont quand même bonnes aujourd'hui avec l'IA pour nous suivre, hein, autant sur YouTube que sur les réseaux sociaux. Puis là, l'algorithme a décidé qu'il me montrait une vidéo de concours de souffleuse qui se passait à Sainte-Christine d'Auvergne en Port-Neuf. Ah ouais, un concours de souffleuse. Ça existe, tu sais. Puis là, ça vient chercher l'aspect compétitif puis performance en moi, là. Tu vas écrire ma souffleuse, elle pourrait bien participer à ça. Fait que là, je regarde le vidéo de l'ancienne compétition, puis là, je vois le monde avec le souffleuse. Puis il y a toutes sortes de catégories, hein, modifier ça, que... Là, je pourrais bien participer à ça, moi. Fait que là, ben, dans la dernière compétition, j'ai dû, pour un de mes clients, me déplacer pendant qu'il y avait la compétition. Puis j'ai pas pu participer. Il reste que l'idée de participer à cette compétition-là est encore là. Alors, j'ai fait des modifications dessus. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas fait de vidéo encore pour présenter ce que ça donne. Je compte bien le faire bientôt, d'ailleurs, sur ma chaîne. On a hâte. Suivez ça, inscrivez-vous. Mais je peux dire que le moteur, avant, pour te donner une petite idée, j'avais une petite poulie sur le moteur et une grosse pour l'hélice en bas pour pouvoir avoir plus de torque. Le moteur était déjà sous-exploité. Ce que j'ai fait pour la compétition, c'est que j'ai fait l'inverse. J'ai mis une grosse poulie sur le moteur puis une petite en bas, ce qui fait que ce qu'on appelle de grosse hélice qui pousse la neige. Elle virait, là. Là, elle vire plus genre à 700 RPM ou 800 RPM. Elle vire à 6000. C'était pas grand. La neige, quand elle arrive dans le rouleau, elle arrive très vite, là. Elle se fait pas ramasser en poche de neige puis tirer à l'extérieur. Elle se fait comme vaporiser. Tu sais, ce qui sort, là, c'est de l'air, des flocons de neige mêlés ensemble, là. C'est de la vapeur de neige. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une souffleuse à air.
Elle Elle sauve convertit tout. la neige en air quasiment tellement que ça va vite. Puis d'ailleurs, quand je l'ai fait ici, le test dans mon lab, dans le garage, je monte le throttle tranquillement. Je suis rendu au quart. Ça se peut quasiment pas, tu sais. Le bruit, tu sais, ça vire vite. Heureusement que j'avais balancé l'hélice pour Oui, pas oui, que oui. ça en fou, parce que sinon, elle se serait auto-détruite, un peu comme le fameux vidéo qu'on voit sur Internet de la laveuse qui se fait tirer une brique dedans, puis qui shake, puis qui se Ouais, démonte. ouais. Donc, ça promet pour la prochaine compétition. En fait, j'espère qu'il va en avoir une cet hiver. J'ai pas vu d'alerte encore, mais je me tiens au courant. Puis s'il y en a d'ailleurs qui ont des idées, commentez, puis dites-moi là sur mes vidéos ici. Si vous êtes au courant qu'il y en a une, je vais être là. Ben, moi, outre les compétitions de souffleur, j'ai un défi pour toi parce que je sais que ça existe. À Victoriaville, il y a une compétition à chaque année. Puis je dis pas que t'es rendu là, mais je dis juste pour projet futur, il y a des compétitions de triporteurs, hein. Ça existe. Ça existe. Écoute, puis là, ça me fait penser à Colin Firth, qui a poussé la chose à la limite avec sa petite cravate ici, là, qui est très populaire sur Internet, lui, là, avec son espèce de tunnel dans son abri nucléaire en dessous de sa maison qu'il a fait là sur Internet. Colin Firth, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Lui, dans un de ses vidéos, c'est ça, il a pris un triporteur, puis il a mis un petit moteur 2 temps là-dessus, puis il s'en allait sur un lac glacé, genre à 70 000 à l'heure. Ça doit être très impressionnant, en fait. Tu sais, je peux pas dire qu'un vélo électrique à 113 km/h, c'est moins ou plus dangereux qu'un triporteur sur lequel tu es assis. Je sais pas, ils sont déjà dangereux à 30 km/h. Ça doit être fascinant. Écoute, je savais même pas ça qu'il y avait ça à Victo. Je vais m'informer. Oui, ça vaut la peine, écoute, pour tes prochains défis, puis de toute façon, je sais qu'il y a moins encore pas. Le défi du quadriporteur, je me le réserve pour quand je vais avoir besoin d'un quadriporteur dans plusieurs années, quand je vais être rendu assez âgé, si jamais j'en ai besoin d'un. Tu sais, là, moi, je vais être celui-là qui a celui-là avec le turbo, puis le Ludicrous dessus. Oh ouais, non, c'est vraiment pour plus tard, là, Stéphane. Plus tard, Stéphane. Mets ça pour plus tard. C'est ça. Mais garde-le en tête. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Écoute, t'as navigué dans différents univers technologiques. Mais à un moment donné, je suis allé sur ta chaîne, puis j'ai vu que tu essayais de passer au banquier. Finalement, c'est quoi qui t'est arrivé avec cette histoire-là? Le banquier, qui est une émission parce qu'on a un public un peu européen là, sur la chaîne. Donc, je t'explique. Banquier, c'est, je sais pas si on le sait en France, mais c'est une émission, je pense, à la TVA. Qui est un petit peu raconte c'est quoi un peu le banquier. Moi je m'en rappelle plus trop c'est quoi. Oui, c'est une émission où est-ce que dans le fond, c'est pas des questions en rapport avec la connaissance, mais c'est plus un gambling là, en disant si le banquier a un montant inférieur ou supérieur. Écoute, puis là, ça date là quand même, là. Mais toi, faut que tu bêtes pour savoir si le banquier a un montant plus proche ou plus loin du tien. Je sais plus trop c'est quoi, mais tout ça pour dire que, bref, à cette émission-là, c'est une occasion d'aller chercher un montant d'argent, des idées quelconques. C'est une émission qui vont focusser au début sur la personne. Ils vont montrer un petit peu l'histoire de la personne et tout, puis pourquoi qu'elle a besoin de tant d'argent pour tel projet. Puis là, après ça, tu affrontes le banquier. Et puis, dans le fond, moi, avec tous mes projets puis ces choses-là, je m'étais mis dans la tête de me faire une voiture électrique parce que pourquoi pas, hein? Quand tu as fait le vélo, la moto, la voiture pourrait être là aussi. Puis là, ma blonde me dit, encore une fois, tu devrais t'inscrire au banquier. Sachant que ça a marché pour Discovery Channel, puis les tripeux à Z-Télé, pourquoi pas aussi à TVA. Puis dans le fond, j'envoie ma candidature. Puis j'ai publié le vidéo d'ailleurs, parce que j'ai fait une vidéo de présentation que j'ai mis sur ma chaîne. Où est-ce que je m'habille un peu en doc aussi à un moment donné. Mon personnage est de retour vers le futur. Et puis, dans le fond, je fais un beau petit vidéo bien le fun comme ça. Que j'envoie, puis là, la réponse est positive. On aimerait ça que tu viennes faire un tournage, un essai avec nous autres. Et puis, dans le fond, moi, je me suis déplacé. J'étais allé à Montréal, j'étais allé pour le genre d'entrevue qu'ils font. Dans ce temps-là, même, la personne qui m'avait interviewé, c'était... comment elle s'appelle, donc... C'était pas Julie Snyder, à l'époque? Non, c'était pas Julie Snyder, c'était une autre plus jeune actrice, pas actrice, mais comédienne. Ça va me revenir, mais elle a fait Occupation Double, je pense. En fait, elle m'interview et tout. Puis la manière que ça s'est passé, dans le fond, je savais pas quelle limite je pouvais franchir. Est-ce qu'ils veulent me voir moi ou s'ils veulent voir le personnage de Doc que Doc. Fait que j'étais comme tergiversé un peu entre les deux, tu sais, pendant que je faisais mon entrevue, qui s'est quand même bien passé. Mais c'est pas moi qui a été choisi. Puis dans le fond, je suis content aussi. Je pense que c'était une fille qui allait chercher de l'argent là parce qu'elle avait une personne de malade autour d'elle. Et dans le fond, elle ramassait de l'argent justement pour aider la cause. C'est à elle à gagner. Dans le fond, il y avait à décider.
c'est drôle parce que pendant qu'on attendait pour aller faire notre entrevue, ben j'étais assis à côté d'elle, puis elle me présentait son idée aussi. Puis honnêtement, c'était à elle de gagner, là. Fait que je suis content du déroulement de tout ça, pareil, là. Ça a été une belle expérience en fait. Quand même. Tout un parcours, Stéphane. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu as ton entreprise de consultation, tu gardes tes projets chez toi aussi. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Mais j'avais aussi envie de te parler pour être le premier à faire notre nouvelle capsule chez les électrons libres, en fait, qui s'appelle Ça a du torque. C'est la nouvelle capsule qu'on part, qui est notre capsule tech, en fait, des électrons libres, où qu'on essaye des innovations. Vous allez voir, il va y avoir des vidéos aussi où que j'essaie des nouvelles machines. Ça va être assez impressionnant, assez le fun à regarder. Mais aussi où qu'on parle tech, on discute des nouveautés. Toi, Stéphane, tu es l'invité idéal pour nous parler de ce qui est à surveiller en 2026 au niveau d'innovation en matière de mobilité, des innovations technologiques. Qu'est-ce qui serait à surveiller selon toi, Stéphane? Oui, bien, la croissance de la voiture électrique continue, malgré qu'il y a certains challenges avec la filière batterie, par exemple, ou qu'est-ce qui se passe du côté de nos voisins du Sud, les décisions qui sont prises là. Mais quand même, la voiture électrique, c'est pas à savoir est-ce qu'elle va continuer, c'est savoir plus. En fait, c'est pas savoir si, c'est plutôt est-ce qu'elle va continuer à savoir à évoluer. Et la réponse, c'est oui, c'est la solution à adopter. J'en suis convaincu, en fait, parce que j'en ai une depuis des années. Mais en fait, ce qu'il faut surveiller, je pense, c'est les technologies qui vont répondre aux problèmes qui sont souvent soulevés, que les gens ont, par exemple, ou les craintes qu'on a. Ben, ce qu'on va voir, par exemple, et récemment, on a vu une annonce qu'il faut prendre avec un grain de sel quand même, mais souvent, des fois, il y a des annonces comme ça, à force de répétition, qui deviennent vraies. Les fameux breakthroughs dans le domaine des batteries. J'ai vu. C'est à surveiller. Et là, il y a Donut avec leur moto électrique ont annoncé une batterie à 400 Wh par kilogramme qui faisait 600 km et qui rechargeait en 5 ou 10 minutes. Et c'est la batterie à état solide. Donc, c'est une batterie qui n'a pas d'électrolyte liquide à l'intérieur. Alors ça pique la curiosité parce que, en fait, c'est tous les plus beaux chiffres qu'on peut espérer d'une batterie se retrouvent là, d'un coup, dans un produit, alors qu'on entend parler depuis des années qu'il y a des compagnies qui travaillent fort là-dessus puis qui ont pas réussi à résoudre les petits problèmes de crack dans les électrodes et tout à force d'avoir des cycles de charge-décharge. Bref, il y a quand même cette annonce-là qu'on doit surveiller. Je pense qu'ils ont annoncé au premier Q1, c'est-à-dire le premier quart de l'année 2026, qui commençait à livrer. Donc, ils vont commencer à livrer des motos électriques qui sont censés avoir une batterie de 33 kWh, 600 km chargée en 5 minutes avec une batterie état solide. C'est à suivre. On va voir si il va y avoir vraiment ces spécifications-là, s'il y a quelqu'un qui va l'essayer puis la brancher et pouvoir confirmer ces chiffres-là. Moi, je vais me tenir au courant de ça. Ça fait des années qu'il y a des breakthroughs dans les batteries comme ça qu'on annonce, mais qui s'étouffent, qui sont souvent utilisés pour aller chercher des subventions puis annoncer des grands chiffres pour intéresser les investisseurs. Faut garder une certaine méfiance. Mais bref, ça, je pense qu'avec, je dirais, l'attention médiatique que ça a eu et le semblant de sérieux qu'ils ont l'air d'avoir, faut quand même accorder une part d'importance. Mon esprit scientifique me dit, il faut pas dire ça se peut pas, faut dire tout se peut, faut juste laisser le temps voir si ça existe ou non. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, ben si je reste aussi dans le domaine des batteries, il y a des nouvelles lois en Asie pour la sécurité des batteries qui semblent s'instaurer de plus en plus. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que le marché du véhicule chinois a des bonnes chances d'entrer au Québec avec tout ce qui se passe. On n'aura pas le choix. On avait une réticence jusqu'à un certain point, mais là, il semble démontrer une certaine qualité et tout. Et si les technos et les sécurités de batterie sont augmentées d'une façon suffisante, ben je pense que ça vaudrait la peine aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Asie, on dit souvent c'est une batterie chinoise. Puis on sous-entend que tant que c'est une batterie chinoise, elle est de mauvaise qualité. Pour avoir été en Chine plusieurs fois pour mon travail et avoir rencontré des gens dans le domaine des batteries là-bas, des industries, ce qu'il faut savoir, c'est que les Asiatiques, eux, ils sont d'accord pour te faire la meilleure qualité dans la mesure où ils sont capables de le faire. Et ils sont d'accord pour te faire la pire qualité aussi. Ils ont aucun regret à le faire, contrairement à d'autres mentalités, d'autres nationalités qui, eux autres, comme nous, où tu demandes la même chose en Allemagne ou au Canada ou aux États-Unis, on va pas nécessairement être une compagnie qui va vouloir se lancer dans quelque chose qui risque de brûler ou quoi que ce soit. Par conscience, bonne pratique et tout. En Asie, ils ont pas ça.
Tu sais, c'est totalement différent dans le domaine du vélo et ces choses-là. Ils n'auront pas peur de le faire. Si toi, tu dis, c'est ça mon devis, puis peu importe qu'est-ce que C'est ça ça coûte, mon budget. Puis... ils vont te le faire. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre de l'Asie, c'est qu'ils sont capables de faire de la qualité aussi, puis ils poussent très, très fort de ce côté-là. En Europe, maintenant, il y a aussi le Battery Passport. Donc, qu'est-ce que c'est ça, le passeport batterie? Ouais. Ben, ça le dit, c'est un peu une façon de répertorier et de maintenir un suivi sur les batteries qui existent sur le marché. Donc, pour gérer, par exemple, le recyclage, gérer la durée de vie, le contrôle sur où est-ce qu'elle se trouve. Tu sais. Puis là, je vais te donner, j'ai fait un petit short récemment sur ma chaîne, une vidéo qui, en fait, qui montre que le passeport de batterie, il y a une raison d'être, là, et puis je te montre la pire situation. Ça ici, ça se trouvait en fait dans un genre de petit radio Bluetooth pas cher, tu sais, genre que tu trouves dans un Dollarama. Ouais. Mais tu sais, des produits pas chers, bas de gamme, qui vont aussi utiliser les batteries lithium. Et à l'intérieur de ça, de ce produit-là, que les gens vont souvent amener au recyclage, puis finalement, ça va finir, regarde ça, c'est du plastique, ça va finir dans la bine de plastique, ou c'est de l'électronique, on va mettre ça avec l'électronique, et ça finira pas dans le bac de recyclage des batteries, même s'il y a une batterie à l'intérieur de cachée et de coller. Donc, à l'intérieur de la caisse de résonance du haut-parleur, il y avait cette batterie qui était la batterie qui sert à l'intérieur, qui était collée. On ne peut pas l'enlever, elle est prise là. Donc, c'est un exemple comme quoi le passeport batterie, c'est un peu une gestion, créer un système de suivi pour les batteries, a sa raison d'être. Parce que c'est des dispositifs qui se retrouvent dans la vie de tous les jours et qui peuvent devenir dangereux s'ils sont mal surveillés puis mal gérés. Fait que ça, je pense que c'est une chose qui augmente la maturité du domaine batterie dans le monde. Je suis content de ce genre de décision-là, puis j'espère que ça va s'étendre aussi beaucoup. Maintenant, toujours dans le domaine batterie, on peut parler de l'IA qui va s'intégrer de plus en plus dans la gestion des batteries aussi. Avec le BMS? Pardon? Avec le BMS, j'imagine? Exactement, c'est ça. Et j'ai eu la chance d'en parler d'ailleurs à nos chers de recherche, Karim Zaghib, ici au Québec, lors d'un Battery Show, qui est un événement qui a eu lieu. Je ne sais pas si c'était à Novaille, dans le coin de Détroit, ou à Stuttgart, on s'était vu cette fois-là, mais dans le fond, c'est en rapport avec lancer l'intelligence artificielle dans les BMS de batterie, donc le circuit de manager la sécurité, puis la durabilité, puis la performance d'une batterie. Et ça a une grande importance parce que, dans le fond, actuellement, les BMS, ce sont des dispositifs qui protègent la batterie. On peut dire, les BMS très simples, regardent la batterie quand elle est neuve et prennent des décisions par rapport à cet état-là. Mais quand la batterie vieillit, elle a des caractéristiques qui varient. Et le BMS devrait normalement, pour continuer à suivre avec précision, s'adapter à ce vieillissement-là. Ce qui est difficile à prévoir d'avance actuellement. Mais avec l'intelligence artificielle, en évoluant la façon dont les cellules se comportent et en suivant ça, on est capable de faire des modèles prédictifs pour ajuster les paramètres du BMS, les paramètres de recharge, les paramètres d'utilisation pour continuer puis étendre la performance. Puis quand on parle de ça, ce que ça veut dire, c'est que la batterie dure plus longtemps. Ça veut dire que si elle dure plus longtemps, on va pas devoir la remplacer dans un court laps de temps, mais dans un laps de temps plus étendu. On a moins besoin d'en produire, on produit moins de pollution. Bref, le client est satisfait, ça fait moins de pollution, puis ça fait un produit qui fait plus de sens aussi. Fait que l'intelligence artificielle qui s'implémente un peu partout, l'année 2026-2025, c'est comme le hype, là, ça se trouve aussi dans les batteries. Puis je pense que c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, absolument. Tu vois, moi, j'ai eu ma portion de scepticisme en 2025 sur l'intelligence artificielle, dans le sens que, on voyait les indices boursiers gonfler par rapport à ça, une sorte de bulle technologique qu'on ne savait pas. On était comme genre, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que ça va se planter, est-ce que ça va crever, ce bulle-là? Puis, finalement, moi-même, en faisant des recherches sur plein d'autres trucs technologiques, je regarde, l'intelligence artificielle s'implante. Puis, moi-même, je l'ai vu, dans le sens que j'utilise ChatGPT depuis 1 an de manière, je sais pas, je dois passer comme entre 4 et 5 heures avec ChatGPT par jour. En moyenne, c'est énorme. Et j'ai vu les changements avec d'autres AI aussi. J'utilise d'autres AI. Mais j'utilise beaucoup d'AI puis j'ai vu les changements. Il y a quelque chose de particulier par rapport à l'AI aussi. C'est que ce qu'on sait et qu'on entend, c'est que ça demande beaucoup d'énergie. De l'énergie à un taux que l'industrie ne veut pas suivre. C'est-à-dire que le taux à laquelle
l'IA demande de l'énergie parce qu'on nous-mêmes, on force l'IA de plus en plus. On demande de puissance de calcul de plus en plus élevée. On veut qu'elle fasse de plus en plus de choses. Donc, il y a une demande en énergie qu'on entend parler de plus en plus grande par rapport à l'IA. Et là, on veut pas que ça devienne polluant. Puis là, on se demande, OK, mais la plupart des serveurs puis des centres de données d'IA se trouvent où et quelle source d'énergie il y a autour d'eux autres? Est-ce que c'est pétrole, diesel? Est-ce que c'est hydro? Est-ce que c'est nucléaire, solaire, vent, autre? Donc là, c'est une question quand même intéressante parce que est-ce que l'IA amène de la pollution supplémentaire? Il y a ça, je pense, qui est important à se poser. Puis si on dit, étant donné qu'on a besoin de plus d'énergie, mais qu'on n'est pas capable de construire, un barrage électrique, ça prend 10, 15, 20 ans à construire. C'est Le super. gros barrage pour le NX5, tout ça, c'est énorme. On peut pas dire, on se réveille demain, puis dans un an, il va être prêt. On peut pas suivre à ce rythme-là. Puis une centrale nucléaire, c'est la même chose aussi. Donc, c'est les deux types d'énergie, à part le solaire et l'éolien, qui prennent 1 an ou 2 à implémenter, maximum. C'est les deux types d'énergie qui sont là d'une façon efficace et durable, mais qui prennent énormément de temps pour répondre aux besoins. Fait que là, l'IA demande d'énergie. Puis en même temps, on a le problème d'en créer puis d'en pousser. Donc, peut-être que de fonctionner en abrégeant les pics puis en fonctionnant avec des batteries, ça nous aiderait. Tu sais. C'est pour là que l'idée parce que quand on construit des barrages, c'est pas pour la puissance moyenne qu'on a besoin. C'est pour les appels de puissance et les pics. Ouais. On a besoin d'un barrage capable de fournir un nombre de gigawatts nécessaires au Québec, uniquement, ou de terawatts, uniquement pour la pire pointe qu'on peut avoir pour pas que tout le système flanche. C'est souvent ça que les gens comprennent pas nécessairement. Un barrage, le bassin, c'est la quantité d'énergie. La puissance en kilowatts, c'est on allume tout notre chauffage à 6 heures, le poêle fonctionne quand les gens reviennent, branchent leur voiture, les lumières de maison allument, le chauffage se règle, il est 18 heures. On a un pic de puissance énorme, ou le matin à 8 heures, par exemple. C'est pour ces petits moments-là dans la journée qu'on a besoin de notre puissance électrique. Mais là, si on vient d'ajouter de l'IA là-dedans, ce qu'on vient faire, c'est de dire, l'IA, ça fonctionne toujours généralement une puissance moyenne quand même stable, mais quand même stable. Okay. Beaucoup. C'est comme si on vient dire, on offset toute notre demande en énergie vers le plus haut. Alors là, nos pointes commencent à être proches des limites que des capacités. On a entendu un peu aussi Hydro-Québec parler de ça. Moi, je me connecte souvent sur mon cellulaire. J'ai en fait en temps réel la demande en gigawatts que le Québec demande. Ouais. On voit, mettons, le matin à 8 heures, là, on est rendu à 40 000 gigawatts, ou 40 terawatts. Wow. Pas des terawattheures, des terawatts, parce que c'est une puissance. Là, je fais comme, wow, la courbe, elle va monter jusqu'où, tu sais. Ça me rejoint un peu. J'aime ça, ces genres de choses extrêmes. Ce que j'espère, c'est que ça flanche pas. D'ailleurs, moi, je me suis monté un système backup que tu peux voir en arrière ici. S'il y a une panne de courant, ça, je suis bien fier de ça aussi. Je suis capable d'alimenter toute ma maison au complet avec des batteries d'appoint. Puis si eux autres vident, je suis capable de me brancher sur ma moto. Puis si eux autres vident, je suis capable de me brancher sur mes vélos. Puis si mes vélos vident, je suis capable de me brancher sur toutes les autres batteries qu'il y a dans la maison, de 9 volts à aller jusqu'à 300 volts DC. Fait que j'ai mon couteau suisse de compatibilité pour aller chercher l'énergie de toutes les foutues batteries qu'il peut y avoir ici. Fait que bref, j'ai une autonomie d'environ 3 jours à moins 20. Seulement avec ça. Tout ça pour revenir à l'IA, dans le fond, qui est une bonne chose, mais je pense qu'il faut résoudre aussi les problèmes de consommation énergétique parce que à un moment donné, il faut presque demander à l'IA, là, je te laisse fonctionner, mais il faut que tu m'aides à régler le problème de consommation énergétique qu'on a. De quelle façon et quelle stratégie devrait-on adopter? Tu comprends? Faire travailler l'IA pour aider à régler son propre problème de consommation. Non, c'est un sujet complexe parce que des fois, on se demande, est-ce que l'IA va permettre de sauver de la consommation de d'autres types de carburants, d'énergie? Mais là, c'est qui consomme le plus? 2027, c'est aussi une année où est-ce que, plus officiellement, les sources sont de plus en plus décentralisées, les sources d'électricité. Donc, Hydro-Québec autorise maintenant les plus grandes puissances installées de panneaux solaires dans nos maisons. Donc, le prix des panneaux solaires continue de descendre, puis il continue d'avoir des découvertes là-dedans. Donc, on gagne certains partiels de pourcents à toutes les années d'efficacité sur les panneaux solaires, mais le prix descend aussi. Fait que ça devient quelque chose dont le break-even time, le temps de remboursement de tout ce que ça a coûté, si on peut dire, raccourcit de plus en plus. Donc, ça devient viable de plus en plus d'avoir des installations solaires pour justement se protéger des pannes et tout ça. Parce que oui, le réseau va devenir plus fragile. Puis ça répond en même temps à une question qui est
si on faisait plein de barrages, là, puis mettons qu'on double les barrages. On dit, ça prend 1 an, on double tous les barrages, on a le temps, puis il y a une puissance surhumaine qui nous aide à construire un paquet d'installations. Reste que la structure du réseau, c'est-à-dire le transport de l'énergie, est pas mis à jour. On peut pas dire on produit plus de puissance, mais on grossit pas l'extension qu'il y a entre le barrage puis chez nous, c'est-à-dire toutes les lignes électriques. Donc, grossir le réseau comme ça demande énormément de travail. Si les deux vont ensemble, en fait. Puis ça, ben, c'est presque impossible quand on y pense comme ça, là, sur une échelle courte. Fait que c'est pour ça que l'idée d'Hydro-Québec de décentraliser puis de permettre aux gens de devenir autoproducteurs, ben, ça, moi, je vois ça comme une bonne nouvelle, en fait. Ceux qui veulent, qui s'intéressent au système solaire et tout, ou juste pour absorber les pointes de puissance puis se faire récompenser par Hydro. Si Hydro peuvent faire de quoi, les gens vont vraiment dire le montant que j'ai reçu sur ma facture, là, c'est vraiment le fun, ça vaut la peine. Ben moi j'encourage ça. Puis je pense que 2026, c'est une année où est-ce que les gens vont plus se réveiller pour ça aussi. Ouais, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir les innovations justement dans ce domaine-là, là, où on peut rendre les gens un petit peu plus autonomes dans leur consommation. Moi-même, j'aimerais ça me diriger vers ça chez moi. Très, très cool. Merci de nous avoir partagé les innovations à surveiller pour 2026. Stéphane Melançon, alias Doc Melançon Mardi. Retour vers le futur. Ouais, exactement. Ben, justement, comment les gens font pour te rejoindre? Parce que je vois que tu es un peu partout. Ben, en fait, souvent, c'est drôle à dire, mais ce que je fais, par exemple, quand les gens veulent voir mon contenu, des choses comme ça, ils vont sur Google, puis ils tapent Stéphane Melançon. Bon, là, ils vont en avoir plusieurs, Stéphane Melançon, mais je pense que dans les recherches Google, les résultats vont être assez évidents. Soit que ça parle de souffleuse, de batterie, de record de vitesse, quelque chose comme ça. Puis ils vont trouver forcément un lien vers un forum, ma chaîne ou quoi que ce soit. Mais ma chaîne YouTube, en fait, si vous tapez Dr. Base, avec 3 S à la fin, c'est que, comme je te racontais tantôt, j'ai déjà effacé ma chaîne par erreur il y a plusieurs années. Et quand j'ai voulu la remettre avec le même nom, ça fonctionnait pas parce que ça me disait que le nom était existant. Donc, j'ai rajouté un S à la fin. Fait que si vous écrivez DOCTORBASSS, faire une recherche sur moi, ou juste Stéphane Melançon sur Google, vous allez le trouver forcément. Il y a une de mes vidéos qui apparaît souvent, là, celui que je tapisse de Pont-Rouge avec un de mes vélos électriques, puis 16 000 watts. Là. Lui, il apparaît quasiment dans les premiers résultats. Là. J'ai fait 16,3 secondes sur le quart de mille avec un vélo électrique, ce qui est plus vite qu'un Honda Civic. C'est cette vidéo-là qui apparaît, puis là, les gens voient ma chaîne avec ça. Je suis également sur LinkedIn aussi pour le côté professionnel. Mais pas sous Dr. Base, mais sous Stéphane Melançon avec ma compagnie Maelstrom. Excellent. Ben, merci beaucoup, Stéphane. On va tout mettre ces liens-là justement dans l'épisode. Vous allez pouvoir vous rendre directement sur la chaîne de Stéphane Melançon. Merci beaucoup d'avoir été de passage aux électrons libres. Sinon, je termine l'épisode avec une nouvelle question qui n'était pas dans les épisodes précédents avec les invités précédents, que j'ai le goût de commencer. Je sais déjà un petit peu la réponse. Il y a un livre, et là, je la pose plus en assumant quelque chose. Il y a un livre qui a marqué ton enfance. Dans ton parcours, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu plus. Comment ça l'a influencé? D'un, c'est quel livre? Puis comment ça l'a influencé ton parcours? Des livres côté technique. Il y a le grand livre des inventions, qui est drôle, que j'ai justement tout proche ici, qui est un livre jaune. T'étais jeune, hein? Comment? T'étais jeune quand tu l'as lu, me semble. Oui. En fait, c'est le grand livre des inventions, le livre des grandes inventions de 1986. C'est l'année d'ailleurs où est-ce que Challenger, la navette spatiale, avait explosé avec les 7 astronautes. Oh, wow. Et oui, là, écoute, là-dedans, on voit des robots, des affaires à la James Bond, que d'ailleurs, j'étais un grand fan de James Bond, avec les gadgets aussi, là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, je pense que ce livre-là a influencé beaucoup parce que je passais beaucoup de temps à regarder toutes les pages, les inventions, la technologie et tout. Puis lui, c'est un livre que j'ai lu je sais pas combien de fois. Ce qui est drôle, c'est qu'on est dans une vente de garage. On a tout un parcours dans notre vie comme ça. À un moment donné, on l'a trop vu, puis là, on a une inconfiance. On vend ça dans une vente de garage. À un moment donné, ben je l'ai vu apparaître sur Amazon comme suggestion. Je fais comme, ben voyons. C'est un livre que j'ai déjà lu, ça. Fait que je l'ai acheté. Là, il y a les pages jaunes. Fait que c'est vraiment drôle. Là, j'ai eu un coup de vieux parce que je regarde un livre de ma jeunesse, puis il y a des pages jaunes. Voyons, je suis déjà là, moi. Je vais avoir mes 50 ans l'été prochain, d'ailleurs. Donc, là, je vais tomber avec ma carte de la FADOC. Je dis souvent ça pour ça. Mais je garde le cœur. Ouais, c'est ça. T'as visiblement le cœur jeune. Puis on voit aussi l'influence que les livres jeunes peuvent avoir sur n'importe quel être humain. Moi, c'est ce qui m'a marqué en premier là, quand j'ai lu un peu
ton travail puis un peu ton parcours, justement, à quel point ce livre-là a marqué ton imaginaire déjà très jeune, puis on voit l'influence que ça a. Écoute, merci beaucoup encore, Stéphane, d'être passé. Ça a été un plaisir. On va certainement se reparler bientôt. Puis, c'est ça. Un plaisir. Si les auditeurs veulent te suivre, juste aller taper Stéphane Melançon sur Google. Oui, Voilà. ou Dr. Base pour ma chaîne YouTube. Exactement. Bon, merci beaucoup, Stéphane. Hey! C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Si vous voulez en savoir plus sur Stéphane Melançon et ses inventions, je vous invite à le contacter directement avec les informations qui seront dans la bio par rapport à son LinkedIn et aussi sa chaîne YouTube. Sinon, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute. Et si vous voulez nous encourager, les électrons libres, écoutez, je vous encourage juste à cliquer sur « Abonnez-vous », que ce soit sur YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts. Ça nous aide vraiment à faire grandir la chaîne. Sur ce, portez-vous bien et déplacez-vous librement. Ciao!